une convention avec la société Corvus Resources Management Ltd, société de droit des îles Caïmans. Au terme de la dite convention, sur une période de 4 ans, la société Corvus Resources Management s'engage à effectuer sur le bloc numéro 6 du bassin de Taoudeni des travaux de recherche et un forage pour un montant de 35 millions de dollars des États-Unis, soit 17 milliards 500 millions de francs CFA environ. La convention détermine les droits et les obligations de la société Corvus Resources Management Ltd et de l'État. Elle précise les modalités du recouvrement des coûts et de partage de la production en cas de découverte de gisements commercialement exploitables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations au titre du ministère de l'économie et de l'action humanitaire. Chef de cabinet, Madame Meiga Zaliha Meiga, administrateur civil. Chargé de mission, Monsieur Sekou Diabaté, gestionnaire. Haut fonctionnaire de défense, colonel Amadou Moussa Diallo. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, inspecteur des armées et services, colonel d'aviation Ibrahima Meiga, colonel-major Ousmane Korongo. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, conseiller culturel à l'ambassade du Mali au Caire, Madame Fatimata Koulibaly, professeure de l'enseignement secondaire. Conseiller culturel à l'ambassade du Mali à Tunis, Madame Assa Barsa Traoré, professeure d'enseignement secondaire. Au titre du ministère de l'Agriculture, inspecteur à l'inspection de l'agriculture, Monsieur Mohamed Yakouba Diallo, administrateur civil. Au titre du ministère des Finances, haut fonctionnaire de défense, colonel-major Zakaria Akone. Au titre du ministère du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées, haut fonctionnaire de défense, colonel-major Seydou Traoré. Au titre du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, chef de cabinet, Monsieur Lanciné Doumbia, inspecteur des services économiques. Chargé de mission, Monsieur Sekou Tamboura, juriste. Voilà, Aïssata Ibrahim Meiga, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la République par intérim. Merci Aoué Touré, Aoué que vous retrouverez à partir de vendredi pour les éditions du soir. Mesdames, Messieurs, la page élection, c'est tout de suite. Nous démarrons cette page avec ce communiqué dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le jeudi 11 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Racine Seydou Thiam, CAP. 10h, Ibrahim Boubacar Keita, RPM. 10h30, Sibiri Koumare Sira. 11h, Youssouf Sissi. Et vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Oumar Bouri Touré, Aïdara Aïchata Alassane Sissi Alliance Château 2013 et Cheikh Keita Uda. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes avec les candidats de Oumar Ibrahim Touré, Oumar Bouri Touré, tous deux candidats indépendants. Le candidat du parti pour l'action civique et patriotique à l'élection présidentielle du 28 juillet a été investi au Palais de la Culture. Yankoro Iya Samake dédie sa candidature à la famille malienne. Le programme de société qu'il soumet à ses compatriotes est axé sur la santé, la sécurité et l'éducation. Sur ce dernier point, le candidat du PACP s'engage à doter chacune des régions du Mali d'une université. Brahma Traoré. Le Parti pour l'action civique et patriotique PACP investit son candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet. Et c'est désormais Nyankoro Iya Samake, le maire de l'Ouest-Sébougou, qui défendra les couleurs du parti à cette échéance électorale.
les candidats investis, ce choix est à la fois un honneur mais aussi un défi. D'entrée de jeu, ils s'engagent à tourner la page des 20 ans de démocratie des façades au Mali. J'accepte de conquérir et j'accepte avec vous de tourner la page. De tourner la page de 20 ans de mauvaise gestion du Mali, de tourner la page à 20 ans de mauvaise éducation, de tourner la page à 20 ans d'injustice sociale, à 20 ans d'irresponsabilité. Le candidat du PACP promet, une fois élu à la magistrature suprême, de redonner à l'école malienne ses lettres de noblesse. L'amélioration des conditions de travail du monde scolaire et la création de nouvelles universités seront son cheval de bataille, a-t-il assuré. Désormais, avec le président Samaké installé à Koulouba, chaque région du Mali sera dotée de sa propre université. On ne peut plus assister au drainage des cerveaux. Quand un jeune homme est éduqué et qu'il dépasse le niveau du lycée, il est immédiatement séparé de son environnement et envoyé à Bamako, là où se trouvait la seule université du Mali. Cela n'est pas normal. Chaque région a besoin de ses ressources. Chaque région fera mieux si les intellectuels demeuraient et si on créait des universités. Je vous dis ceci, comme inclus dans le programme de développement du Parti pour l'action civique et patriotique, nous allons intégrer la technologie dans l'éducation. La gestion de nos universités aujourd'hui manque de crédibilité. Il faut faire en sorte que les notes soient finalement décernées par le mérite en introduisant les tests et les examens par des programmes technologiques. Concernant le secteur de la santé, le candidat Nyakoro Yessamake s'engage à appliquer rigoureusement la loi hospitalière. L'objectif final, dit-il, est d'assurer le meilleur fonctionnement des structures sanitaires du pays. Et que le Malien puisse bénéficier des soins dans l'urgence. Que les docteurs aient désormais l'opportunité de servir dans nos hôpitaux au lieu d'aller dans les cliniques, mais qu'ils soient rémunérés et aussi que des résultats soient attendus pour le docteur. Avant de poursuivre avec la page élection, cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir. La route a encore fait des victimes sur l'axe Bamako-Kai. Un car de transport en commun a percuté un camion au tournant de Kersigane, faisant une vingtaine de morts, dont des enfants et les deux chauffeurs, ainsi que de nombreux blessés. L'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident survenu donc au tournant de Kersigane, non loin de l'entrée de la ville de Kai. La protection civile, la police, la gendarmerie et l'armée sont intervenus pour secourir les victimes et les évacuer à l'hôpital régional de Kai. Le gouverneur de la région s'est rendu au chevet des blessés. Auparavant, son directeur de cabinet s'était lui rendu sur les lieux de l'accident. Suite à cet incident tragique, le président de la République par intérim et l'ensemble du gouvernement présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Retrait des cartes Nina dans le district de Bamako, 45% ont été enlevés depuis le début de l'opération. L'affluence n'est plus la même, c'est pour cette raison que le gouverneur du district réitère son appel à la population de Bamako pour aller retirer les cartes Nina. Écoutons Georges Togo, il est au micro de Nouhoum Sissoko. L'opération a commencé avec un certain cafouillage. Après une dizaine de journées, aujourd'hui ils ont acquis une certaine maîtrise, ils se sont réorganisés et le travail s'est fait de façon beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à environ 45% sur l'ensemble du district de Bamako. Bien sûr, il y a des communes qui ont dépassé la cinquantaine. Mais le constat aujourd'hui est que il y a beaucoup moins d'engouement quand vous rentrez dans les centres. Beaucoup de gens ont été un peu déçus par ce qu'ils ont constaté les premiers jours. Je voudrais les rassurer et leur dire qu'il faut qu'ils retournent encore une fois au niveau de ces différents lieux de distribution pour retirer leurs cartes. Le département a donc pris de nouvelles mesures facilitant le retrait
de ces cartes. Il s'agit entre autres de l'autorisation qui a été faite de remettre les cartes au chef de famille qui se présente avec le carnet de famille. Il est permis que vous puissiez faire retirer vos cartes par une procuration faite en bonne et due forme et signée par l'autorité compétente, qui sont les sous-préfets et les gouverneurs. Et vous pouvez retirer vos cartes avec toute pièce d'identité reconnue comme telle. Des cartes d'identité nationale, des permis de conduire ou des passeports. Et bien sûr, il faut aussi, on peut retirer la carte avec le récépissé d'enrôlement au RAVEC. En plus de tout ceci, je dois dire aujourd'hui que nos jeunes sont aujourd'hui assez rodés. Après 10 jours, ils sont assez expérimentés et ils ont plus de facilité dans la recherche pour retrouver les cartes. Et à l'intérieur des centres de distribution aussi, ce qu'on appelle les contrôleurs sont assez bien organisés pour orienter ceux qui se présentent vers les équipes qui s'occupent d'eux à partir des initiales de leur nom de famille. L'ambassadeur de la République du Mali en Fédération de Russie porte à la connaissance de l'ensemble des Maliens électeurs potentiels résidant en Fédération de Russie et dans les autres pays de la juridiction que la remise des cartes NINA a débuté depuis le 28 juin 2013. Pour les Maliens de Moscou, les cartes peuvent être retirées directement par les titulaires ou leurs mandataires auprès du conseiller consulaire à l'ambassade 611 rue Novokuznetskaya tous les jours de 10h à 11h. Pour les autres localités, les Maliens peuvent retirer leurs cartes à Saint-Pétersbourg auprès de Issatogo, à Kharkov auprès de Wanti-Doukouré, à Budapest auprès de Adamadjara. Les femmes de Tombouctou se mobilisent pour une participation massive à l'élection présidentielle. Les responsables des regroupements féminins ont invité leurs sœurs à retirer leur carte NINA au cours d'une journée de sensibilisation. Le compte rendu depuis Tombouctou de Adamadjinti. Les femmes de Tombouctou, issues de différentes associations, s'engagent à l'unisson pour la paix et la réconciliation. Cette rencontre a été mise à profit par ces dernières pour se parler, se comprendre, bref, s'employer pour le pardon. Ces dames sont conscientes de leur rôle dans la sensibilisation en prônant la tolérance. Elles ont aussi appelé leurs sœurs à sortir massivement pour accomplir leur devoir de vote afin de doter notre pays d'institutions crédibles. On a dit aux femmes de Tombouctou que pour aller à la bataille, il faut déjà une arme. Donc cette arme, c'est la carte NINA. Donc on les a invités à prendre leur carte. Le jour des élections, de sortir massivement pour voter. L'implication de la femme dans le processus électoral est l'une des préoccupations du département en charge de la famille. Les premières activités du département, la promotion de la famille, de l'enfant, s'inscrivent d'abord dans le cadre du lancement de la campagne pour la participation effective des femmes au processus électoral. Quand on dit campagne pour la participation, ça englobe plusieurs choses. Pour pouvoir participer d'abord, il faut pouvoir être d'abord électrice. Électrice, et il faut pouvoir retirer d'abord la carte NINA aujourd'hui. Donc nous sommes à ce niveau pour d'abord sensibiliser nos femmes pour aller retirer leur carte NINA et accomplir leur devoir citoyen le jour du vote. Les femmes ont aussi manifesté leur joie par rapport au retour de l'armée à Kidal qui marque ainsi la libération totale du Grand Mali. Après plus de 2 mois d'entraînement, Ouaraba, le premier groupe de militaires maliens formé par l'Union européenne, est arrivé à Gao. Ce groupement tactique interarmes, qui compte 709 hommes, a reçu la visite du commandant de l'opération Badenko, le colonel Didakou, qui s'est réjoui de leur arrivée et les invite à accompagner les Nations Unies dans sa mission. De Gao, Daouda Sidiki Diara.
Depuis le 25 juin dernier, le groupement tactique inter-armes GTIA Waraba, fort de 709 hommes, a regagné le théâtre des opérations à Gao. C'est là après plus de 2 mois de formation avec les instructeurs de l'Union européenne au centre d'instruction de Koulikoro. En attendant leur déploiement sur le terrain, les Waraba ont reçu la visite du commandant des forces maliennes. Après la revue, le colonel-major s'est adressé aux hommes. Ça fait du bien que nous nous retrouvons tous ensemble sur ce théâtre. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez ici et qui vous connaissent également. Nous avons estimé qu'il est bon que vous restez un peu à Gao ici pour prendre le pouls de la situation, pour comprendre un peu ce qui se passe, non seulement aux côtés de nos forces, aussi avec les forces partenaires que nous avons ici et la situation réelle même de notre ennemi sur le terrain. Le groupement tactique inter-armes Waraba est une force capable de réagir rapidement face à une menace terroriste. L'entraînement est de rigueur chez les Waraba, comme les autres forces déjà déployées sur le terrain. Les autorités militaires attendent beaucoup du savoir-faire du GTIA Waraba. Nous attendions avec impatience cet outil. Quand je dis outil, il s'agit de GTIA Waraba en fait. C'est vraiment une plus-value, c'est un élément important au niveau du théâtre que nous venons de recevoir. Vous nous fassiez preuve d'engagement. Un autre élément que nous attendons de vous par rapport à l'exécution de vos missions ici sur le théâtre, c'est la discipline. Le commandant du théâtre a beaucoup insisté sur la discipline et a expliqué aux hommes la situation sécuritaire sur le terrain avant de les inviter à accompagner les Nations Unies dans leur mission. Nous sommes dans un accompagnement de la communauté internationale et particulièrement par rapport à la situation de Kidal. Et la situation de Kidal, on ne doit plus la gérer, en fait, quand je dis on ne doit plus la gérer, c'était beaucoup plus le cas avant, mais il faudrait que tout le monde comprenne que nous sortons maintenant de cette situation. Je parle de la gestion passionnée de ce problème. On sort de ça maintenant. Nous sommes dans un accompagnement de la communauté internationale qui nous aide à récupérer le reste du territoire national. Cette prise de contact qui a permis de tâter l'épaule des soldats a été bien appréciée par le commandant du GTIA Waraba. Le GTIA Waraba est composé de 3 compagnies d'infanterie, d'un escadron blindé, d'une batterie d'artillerie, d'une section du génie militaire, d'une section des commandos pour des raids et d'un détachement de l'armée de l'air. Les forces de la MINUSMA se renforcent petit à petit à Kidal. Le contingent togolais composé de 40 policiers est allé s'ajouter au contingent béninois et sénégalais. Parallèlement, les forces de sécurité maliennes sont aussi sur place pour la sécurisation et le bon déroulement des élections présidentielles. Écoutons le commandant de la Légion de la gendarmerie de Kidal, lieutenant-colonel Moussassi. Il nous donne plus de précisions au micro de nos confrères de la DIRPA. Donc, face à de telles situations, il y a les hommes qui sont là pour le maintien de l'ordre. Obligatoirement, la gendarmerie doit protéger les personnes et leurs biens, disperser cette foule pour que tout le monde respire normalement, pour que tout le monde se sente sécurisé à Kidal. Mais le contexte politique et international qui prévaut ne m'autorise pas à jeter mes hommes directement sur cette foule-là sans avoir reçu des instructions précises et déterminées par les accords. Donc traditionnellement, on doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et procéder à la dispersion de cette foule de manifestants. Maintenant, il va arriver même qu'on va être obligé de le faire parce que on sent un peu d'insuffisance de la part de la communauté internationale. Ils commencent à escalader le mur pour agresser les gens. Ils lancent des propos outrageants sur le personnel militaire. Ils ont blessé un militaire hier, ils ont cassé les vitres de nos véhicules. Donc on ne va pas continuer à rester dans cette passivité. Il va falloir que nous prenions des dispositions. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, ils progressent, ils grignotent sur le terrain. Il va arriver un moment où ils risquent même d'escalader le mur pour venir nous attaquer. Voilà la situation à Kidal. La première vice-présidente de la commission dialogue et réconciliation, accompagnée d'une forte délégation, était en mission à Sikasso. Avec les autorités régionales et la société civile de Sikasso, il a été question des missions assignées à la commission et des actions qu'elle compte mener pour une réconciliation nationale. Idrissa Goulou Sissoko.
Informer et sensibiliser les autorités régionales, la société civile et la population du Kénédougou, tel était l'objectif de cette première rencontre des membres de la commission Dialogue et Réconciliation. Selon la première vice-présidente de la commission, Mme Traoré Oumou-Touré, cette rencontre vise à recueillir les attentes, les critiques, les propositions et aspirations de toutes les couches sociales en vue de parvenir à une paix durable. Dès l'entame de la rencontre, le chef de l'exécutif régional signalera que le message de la paix et de la réconciliation bénéficiera d'un écho favorable en 3e région. À l'instar des autres régions du pays, la région de Sikasso a profondément ressenti les effets de la crise au plan social, économique et sécuritaire. Plus de 12 000 déplacés des régions du Nord ont été accueillis dans toute la région, dans des familles d'accueil et non dans des cas de déplacés. Nous adressons nos sincères remerciements à l'ensemble de nos compatriotes de la 3e région qui, en plus de leur hospitalité légendaire à l'endroit des déplacés, ont contribué à l'effort de guerre pour plus de 90 millions de nos francs. Les questions des participants avaient trait aux critères de désignation des membres de la commission, la question de Kidal et bien d'autres préoccupations. Et je vous assure, nous sommes sortis très satisfaits de cette rencontre. Et je pense que les débats ont été très sincères, très sincères. C'est-à-dire au Mali aujourd'hui, il ne doit pas avoir de sujet tabou quand il s'agit d'une question nationale. Au sortir de ce premier contact, plus d'un auront été édifiés sur la commission Dialogue et Réconciliation. En première région, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a rencontré les personnes déplacées vivant à Kaï, à Alwata, Ishata Saï, voulait s'enquérir de leurs conditions de vie. Elle en a profité pour leur remettre des kits de dignité et une enveloppe symbolique. Kansutu Kanouté. La ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a profité du lancement de la campagne nationale sur Femmes, le vote est ton droit à Kaï pour s'enquérir des nouvelles des déplacés, notamment celles des enfants, et échanger avec eux sur leur retour éventuel dans leurs foyers respectifs. Le premier objectif qui m'a amené, c'était par rapport aux familles déplacées, pour échanger avec elles, voir comment organiser leur retour, quelle stratégie il faut, avec quels moyens les aider à retourner dans leurs familles respectives. Cette visite, dira le président des ressortissants et sympathisants des régions nord à Kaï, les a beaucoup réjouis. Cette visite montre à suffisance que la solidarité est une des valeurs sociétales solidement ancrées dans nos comportements quotidiens, mais aussi et surtout dans des moments difficiles. Au cours des échanges, les déplacés ont exprimé leur souhait de rejoindre leurs foyers respectifs, mais il manque de moyens. Le préfet du cercle de Kaï, Sadio Keita, les a informés de la mise en place d'un projet à l'intention de tous ceux qui voudraient retourner chez eux au conseil régional de Kaï. La ministre leur a demandé de se dépêcher car les élections sont proches. Sans le retrait des cartes Nina, le vote serait impossible, ajoutera-t-elle. À l'issue des échanges, Madame la ministre a remis la somme de 500 000 francs CFA aux enfants des déplacés de Kaï au nom des enfants maliens du Gabon. À ce geste s'ajoute celui du département de Madame Alwata Ishata Saï qui a offert aux déplacés des kits de dignité, des kits médicaux et des vivres. Madame la ministre a rencontré le personnel de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au cours des échanges, la directrice régionale, Madame Bakayoko Mariam Kouloubali, a présenté les activités menées, des activités qui étaient axées cette année sur l'assistance aux enfants et aux femmes en situation difficile. Elle a aussi signalé les difficultés qui ont pour nom la vétusté des locaux, le manque du personnel, de matériel informatique, entre autres. La ministre a félicité et encouragé la directrice et son personnel pour le travail abattu, et ce, malgré la crise. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministre des Finances qui informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDMSA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 5 juillet 2013 un solde de 2 976 742 487 francs CFA. Le ministre des Finances profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. Et cet autre communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de juillet
Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb 750, pétrole lampant 565, gaz oil 665, distillate diesel oil 665, fuel oil 475, jet à 1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1028 francs CFA. L'actualité africaine nous amène en Égypte. Le pays a un nouveau Premier ministre depuis hier. Ancien ministre des Finances, il tente de former un gouvernement dans un climat de méfiance. Les frères musulmans ont déjà décliné l'offre du nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre égyptien Hazen Beblaoui a entamé mercredi des consultations pour former un gouvernement à la demande du président par intérim Adli Mansour. Cet ancien ministre des Finances de 76 ans aura la lourde tâche de redresser l'économie et de réconcilier le pays. Mais les frères musulmans ont d'ores et déjà refusé sa proposition d'entrer au gouvernement. La tension reste vive dans le pays. La justice égyptienne a ordonné l'arrestation de plusieurs hauts responsables des frères musulmans, dont le guide suprême de la confrérie, Mohamed Badi, accusé d'incitation à la violence lors des manifestations qui ont fait 50 morts lundi. Ceux qui sont arrivés au pouvoir sur des tanks, sur le sang de nos martyrs, sur le corps de nos enfants et sur la dignité et la liberté des Égyptiens n'ont aucune dignité dans notre pays. Nous ne les acceptons pas. Mohamed Al-Barada, chef du FSN, une coalition laïque, fait également son entrée au sein du gouvernement. Il récupère le poste de vice-président en charge des relations internationales. Des nominations d'ores et déjà rejetées comme illégitimes par les sympathisants des frères musulmans, mais qui ont obtenu le soutien du camp laïque et libéral. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse marcher le pays, qui relance la production et donne du pain aux citoyens pauvres, pas quelqu'un qui fasse chavirer le navire. Non! Le président Adli Mansour a désigné un nouveau procureur général et dévoilé son projet de réforme de la Constitution. Il prévoit des élections législatives début 2014, suivies par un scrutin présidentiel. Un plan de transition déjà critiqué par les partisans des frères musulmans qui ont de nouveau investi les rues du Caire. Le Mali, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre demain 11 juillet la journée mondiale de la population. La grossesse chez les adolescentes, c'est le thème pour cette édition. Le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les acteurs du développement pour l'intégration des questions de population dans leur programme. Écoutons un extrait de son message au micro de Moussa Fani. Cette année, la commémoration sera faite autour du thème « Les grossesses chez les adolescentes ». Ce thème nous interpelle à tous les niveaux. Les résultats de notre dernier recensement général de la population et de l'habitat nous rappellent à quel point notre croissance démographique constitue une contrainte majeure à la réduction de la pauvreté. En effet, lorsque la croissance économique ne dépasse que de très peu le croît démographique, il va sans dire que le revenu par tête ne s'améliore que de très peu. C'est donc l'occasion de lancer un appel à tous les acteurs du développement pour une plus grande intégration des questions de population dans les plans et programmes de développement afin d'accélérer notre marche vers une véritable transition démographique. Les questions de population sont à la fois complexes et multisectorielles. Elles touchent aux us et coutumes, mais se posent aussi en termes d'éducation et singulièrement des filles, de santé et plus particulièrement d'accès aux services de santé de la reproduction. Elle touche aussi aux droits des femmes. L'objectif poursuivi, il convient de ne pas le perdre de vue, c'est de permettre aux individus, familles et communautés d'avoir de meilleures conditions de vie et de bien-être. Il s'agit entre autres de maintenir le plus longtemps possible les jeunes filles dans le système scolaire, d'éviter les mariages précoces et de mettre l'accent sur l'information des adolescents,
de favoriser la disponibilité et l'utilisation de la contraception. Inauguration du nouveau centre de santé de référence de Kalabankuro, entièrement financé par la coopération néerlandaise. Il permet de renforcer la couverture sanitaire et de lutter contre les maladies au bénéfice des populations de Kalabankuro. Rachel Tessougué, compte rendu. La construction de ce joyau architectural et son équipement ont coûté 1,121 milliard de francs CFA, entièrement financé par la coopération néerlandaise. Le nouveau centre de santé de référence de Kalabankuro comprend une unité de consultation, une pédiatrie, une unité de chirurgie, une radiologie, une unité de soins obstétricaux, un laboratoire, une unité de soins bucco-dentaires et ophtalmologiques et enfin une unité de prise en charge des cas de malnutrition. Le programme vise la santé de la reproduction, inclut un volet d'accès aux services sanitaires pour une maternité à moindre risque, c'est-à-dire que la disponibilité des centres de santé de référence avec une maternité et un bloc opératoire est primordiale. Le ministre de la Santé a insisté auprès des agents de santé sur l'entretien des locaux et la maintenance des équipements gracieusement offerts par la coopération néerlandaise. M'adressant particulièrement à vous, personnel de santé, je vous exhorte à vous conformer aux règles de déontologie et aux bonnes pratiques professionnelles. Vous veillerez à apporter aux malades et aux personnes en détresse des soins de la meilleure. La réalisation de ce centre de santé de référence entre dans le cadre de la révision de la carte sanitaire du cercle de Kati. L'association des villages riverains du fleuve Niger dans le cercle de Tombouctou vient de remettre du matériel médical aux différents SESCOM du cercle. Le don d'une valeur de 25 millions de francs CFA a été acquis grâce au partenaire Wirimadio Suisse Adamadjimdi depuis Tombouctou. Dans le cercle de Tombouctou, nombreux sont les SESCOM à l'image de celui du Toya qui n'ont pas suffisamment de lits d'hospitalisation. C'est dire que le besoin est réel. Un motif qui justifie l'octroi d'une quarantaine de lits, de couvertures et de matelas de la part du réseau des associations des villages riverains du Niger. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires. Les ressortissants nous ont donné 7 lits, 7 matelas et 14 couvertures qui nous permettent de bien hospitaliser les malades dans les meilleures conditions. Le sous-préfet central de Tombouctou se réjouit de ce coup de pouce qui vient à un moment difficile pour les populations. D'une association de ressortissants de 19 villages du cercle de Tombouctou qui s'appelle Tchessou Vital, qui ont eu vraiment l'intelligence et la bonté de penser à leurs parents restés ici sous occupation en les dotant d'un certain nombre de lits et de couvertures, notamment pour les SESCOM de Tuya. Je ne peux que les remercier pour les gestes et que cela serve d'exemple pour tous les ressortissants des régions du Nord. Pour le donateur, cette intervention n'est pas la première. Avec le soutien d'un partenaire essentiel qui est Yirimadio Suisse, a pu offrir aux SESCOM des 3 communes 40 lits et 70 couvertures, soit une valeur de 25 millions de francs CFA. Cette action simple mais pleine de signification doit inciter d'autres à emboîter le pas. Après Gao, l'ONG El Farouk était en 5e région où elle est venue au secours des familles démunies de la commune urbaine de Douanza. Elles ont reçu des céréales et denrées de première nécessité pour amoindrir les charges du mois de Ramadan. Yaya Bokou. Il était 20h30 ce lundi quand un convoi de cars franchissait le seuil de la porte du village SOS de Sokura Mopti. À bord, 140 enfants et leurs mères et tantes provenant des villages frères SOS de Kita et de Sanankoroba. Moment de retrouvailles, de joie et d'émotion. Tout de même, c'est un directeur d'école à l'accueil qui se dit très heureux de retrouver ses familles après une longue absence. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le retour des enfants du village d'enfants SOS de Sokura. Après 1 an et 3 mois, donc le village avait quitté à cause de la crise politico-sécuritaire du Mali. Aujourd'hui, Dieu merci que le village est là. La joie se lisait sur tous les visages des enfants qui signent ainsi leur retour au bercail. Je suis très contente de revenir au village d'enfants SOS de Mopti parce que j'ai eu mon deuil
Je suis très content. Je suis très content de venir chez moi. Marquée par la joie et l'émotion, une des mamans lâche un cri de cœur. Je lance un appel au gouvernement malien de prendre toutes les mesures d'arrêter immédiatement la guerre au Mali. Le village SOS de Sokora Mopti reprend ainsi sa vie d'antan d'animation avec une communion agissante entre famille et administration. Vous l'aurez compris, c'était plutôt le retour des enfants SOS du Sokora Mopti. Ils étaient en séjour à Kita et Sanankoroba. Les délégations conduites en convoi par les directeurs des villages de Kita et Sanankoroba ont été accueillis à leur arrivée par l'administration du village SOS de Sokora Mopti. Le syndicat national de l'administration d'État Syntad a tenu son 12e congrès ordinaire du 26 au 28 juin dernier ici à Bamako. Pendant 3 jours, les participants venus de l'intérieur du pays et du district ont fait la rélecture des textes. À l'issue des travaux, un nouveau bureau a été mis en place. Moussa Fane nous donne les détails. C'est Yacouba Katile qui succède à Chiaka Diakité à la tête du bureau du syndicat national des travailleurs des administrations d'État Saint-Abda pour un mandat de 5 ans. Le tout nouveau secrétaire général souhaite continuer d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs. Il place son mandat sous les signes de la solidarité et de la défense des intérêts des travailleurs. Le progrès sera donc les créneaux du nouveau bureau, c'est-à-dire démocratie à tous les niveaux, respect scrupuleux des textes, tenue régulière des réunions et des instances, c'est là le fonctionnement harmonieux d'une direction syndicale. À l'ouverture des travaux, les représentants du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions ont invité les participants à l'unité et à l'esprit du bon syndicalisme. Votre sens patriotique, jamais pris à défaut, votre sens de responsabilité vous ont toujours permis d'apporter votre pierre à l'instauration d'un dialogue social fécond et efficace entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Vous n'avez à aucun moment occulté la défense des intérêts de vos militants. Vous avez toujours œuvré, la centrale en tête, pour un mieux-être des travailleurs de l'administration d'État. Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la dotation des différents services en moyens humains et matériels suffisants, la répartition des agents dans les différentes localités du territoire et la création des centres de formation et de perfectionnement des agents de l'État. Je vous l'annonçais donc, Al-Farouk était en 5e région où elle est venue au secours des familles diminuées. Où elle est venue au secours des familles diminuées de la commune de Douanza. Elles ont reçu des céréales et denrées de première nécessité pour amoindrir les charges du ramadan. Nous retrouvons Yaya Bokou. La présente donation, composée de 23 tonnes de mil, 11 tonnes 500 de riz, 1 tonne de sucre, 33 cartons de lait, 30 cartons d'huile pour une valeur de 15 millions de francs CFA, est une aide de l'ONG Al-Farouk Mali en faveur de 230 ménages de la commune urbaine de Douanza. Depuis une année, il y a quelques mois, le Mali a vécu un problème d'insécurité. Maintenant, avec le retour des déplacés, ils ont besoin de quelques soutiens de leurs frères de partout dans le monde. Autorités administratives et communales ne peuvent que s'en réjouir de ce geste symbolique de solidarité qui vient à point nommé. J'ai saisi donc cette occasion pour exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'ONG Al-Farouk pour cette marque de sympathie à l'endroit d'une population qui vient de sortir d'une longue période d'occupation. Ce geste fort de solidarité nous réconforte à plusieurs titres, car le cercle vient de traverser une très grande crise. Et les actions humanitaires, Dieu seul sait, il y en a et il faut accompagner ces populations qui ont traversé de durs moments de crise. A signaler que ce don à l'endroit des populations démunies en ce début de Ramadan fait partie d'une série initiée par l'ONG Al-Farouk à travers plusieurs localités du pays.
Inauguration de la radio Benkadi de la commune rurale de Djegena à 25 km de San. Cette radio associative aura pour mission de contribuer à l'intégration des populations sénégalaise compte rendu. D'un coût total d'un peu plus de 2 millions de francs CFA, la radio associative de Djegena comprend une cabine technique, un studio d'émission, une salle de réception et un pylône de 40 mètres environ. La radio Benkadi de Djegena, qui va désormais émettre en bande FM sur les 93 MHz, est l'aboutissement d'un long processus de collaboration entre les ressortissants de la commune rurale de Djegena et l'association chrétienne de la communication au Mali. Nous sommes certes installés à Bamako, mais nous sommes des ressortissants soucieux du devenir et du développement vraiment de notre localité. La radio Benkadi de Djegena, qui a une portée de 60 km à la ronde, couvre une bonne partie du cercle de San, de Bla et de l'interfleuve du cercle de Kemassina. Il faut que cette radio ne soit pas comme les autres radios où on met plus l'accent sur la musique que sur l'éducation et la sensibilisation. Donc j'ai beaucoup insisté auprès d'eux pour qu'un accent particulier soit mis sur la sensibilisation pour créer, n'est-ce pas, une œuvre de vivre en paix, vivre ensemble en paix. C'est ça que nous souhaitons pour la zone. La création de la radio Benkadi a été sollicitée par les populations suite aux conflits meurtriers qui ont opposé certains villages de la localité en 2010 au moment du partage des terres cultivables du Moyen Bani après la construction du seuil de Talo. Ces promoteurs fondent alors l'espoir sur les travailleurs de cette station pour l'atteinte de l'objectif visé qu'est le développement rural à travers la sensibilisation pour l'unité et la consolidation de la paix. L'ONG Plan Mali et la Fondation Éducation Échange Culturel pour le Développement ont procédé à une remise de matériel scolaire à certaines bibliothèques de la région de Koulikoro. Le matériel, composé entre autres de livres et de dictionnaires, a coûté 19 millions de francs CFA. Al-Jumatina. Plan Mali et son partenaire, la Fondation Éducation Échange Culturel pour le Développement, FSCD, poursuivent leur mission, à savoir doter les bibliothèques scolaires de matériel. Voilà pourquoi Sanankoroba, qui fait partie des zones d'intervention du plan dans la région de Koulikoro, a bénéficié de cette donation. L'initiative qui vise à promouvoir la lecture depuis la base intervient suite à un certain nombre de constats. Malgré des grands progrès réalisés dans le domaine de l'éducation, en faveur de la fréquentation, de la dotation, de la gestion des bibliothèques, il convient de noter qu'il y a encore du chemin à parcourir et ces gestes contribuent à atteindre cet objectif. Les bibliothèques scolaires, pour qui c'est, sont d'une importance capitale au niveau de nos communautés. Ces bibliothèques aident beaucoup d'enseignants qui se ressourcent à partir quand même de cette maison pour se renforcer, mais aussi pour dispenser de bons cours aux enfants. Quand nous tous, enfants et adultes, nous sommes interpellés chacun à quelques degrés de niveau de responsabilité que nous serons placés, n'est-ce pas, de faire des lectures pour mener à bien cette mission de service public de l'État qui nous est confié à un moment de notre carrière. A noter que le projet dotera les 26 écoles de Cap des pays de Kangaba, Kati, Kita et Braouli des livres, notamment des romans littéraires et des dictionnaires. Sport football, demain la finale de la 53e édition de la Coupe du Mali se jouera entre le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako. Depuis la finale de 2009, remportée par le Djoliba 1-0 à Ségou, les deux formations n'ont pas joué de finale de Coupe du Mali. À 24 heures des retrouvailles, Ousmane Dao a fait un tour au terrain d'entraînement des Rouges pour voir comment ils se préparent. Les éléments de réponse dans ce reportage. Après une saison agitée au plan national et continental, les Rouges de Bamako semblent avoir retrouvé la sérénité depuis quelques semaines, surtout après leur qualification en finale de la Coupe du Mali. Ce qui fait que cette finale est préparée avec beaucoup de concentration.